Alcatraz est la prison la plus célèbre de par son originalité et sa très haute sécurité. Construite sur une île entourée de courants forts et de requins pour enfermer les plus grands criminels tels que Al Capone, Alcatraz ne serait pas forcément si sécurisé que ça. Effectivement, un groupe de prisonniers ont réussi à s'en échapper en 1962 avec un plan plus qu'impressionnant que nous allons détailler dans cette vidéo. Cependant, on ne sait toujours pas aujourd'hui s'ils ont réellement survécu à leur évasion, mis à part une lettre envoyée en 2013 dont l'auteur serait apparemment l'un des fugitifs. Est-elle authentique ou s'agit-il d'un vaste canular? Bienvenue dans les tréfonds d'Alcatraz. Hop, juste avant que la vidéo ne commence, un nouvel arrivage de tuto est disponible dans mon shop, il était temps. Cette fois-ci, je vous propose en premier lieu une formation qui dure plus ou moins 2 heures dans laquelle je vous montre comment je monte de A à Z les vidéos d'Apo. Les rushs vous seront évidemment fournis pour que vous puissiez suivre en toute commodité. Et pour les plus petits budgets, j'ai décidé de séquencer ma formation en 3 parties qui seront achetables séparément, à savoir le dérush. Perso, c'est ma partie préférée car je vous montre comment dérush à la vitesse de la lumière et je ne suis pas peu fier de ma technique. Ensuite vient les effets visuels, zoom, sous-titres, animation d'image, tracking, overlay, accéléré, etc. Et le dernier module qui est l'ambiance sonore et les paramètres de rendu. Pour les prix, la formation complète sera au prix de 99 €, la partie dérush à 40 €, les effets visuels à 50 € et la partie ambiance sonore plus paramètres de rendu à 25 €. Sur ce, c'était l'instant promo, place à la vidéo. Alors avant de vous présenter la prison et son histoire, je vais vous décrire le profil des 4 prisonniers qui ont organisé la plus grande évasion d'Alcatraz. Frank Morris, 35 ans, est braqueur de banque, il est né à Washington. Il a passé toute son enfance en famille d'accueil et a été arrêté pour la première fois à seulement 13 ans. Et 1 an plus tard, il est arrêté pour détention de drogue et attaque à main armée. Au cours de sa vie, Morris erre de prison en prison et tentera plusieurs évasions de celle-ci, ce qui l'amènera à Alcatraz le 20 janvier 1960. Immatriculé AZ 1441, cet homme semble avoir une intelligence supérieure à la moyenne avec un QI de 133. Les frères John et Clarence Englin, 31 et 30 ans. Ils sont nés en Géorgie dans le comté de Miller et ils ont réalisé de multiples infractions, mais leur plus grand coup a été un braquage de banque avec une arme en plastique qui leur rapportera près de 20 000 $. Mais quelques jours plus tard, ils ont été retrouvés et incarcérés à Alcatraz. Sinon, contrairement à Frank Morris, ils étaient bien moins intelligents que lui. Pour preuve, lorsqu'ils ont réalisé ce fameux braquage, ils se sont enfuis à bord d'une Cadillac et ont fait des allées et venues dans une rue pour se faire remarquer et montrer qu'ils avaient une belle voiture. Comportement totalement contraire à celui d'une personne en cavale normalement constituée. Alan Clayton West, 30 ans. Après s'être fait arrêter plus de 20 fois et des tentatives d'évasion, il est incarcéré à Alcatraz. Il aurait un QI de 98, en revanche ses collègues de cellule le considéraient comme extrêmement ingénieux et intelligent. Il l'était tellement que c'est lui qui a mis en place les plans de l'évasion, mais il y a eu un petit problème qui a totalement compromis sa fuite. Ayant une enfance difficile, il va rapidement quitter le domicile familial et il va vivre en pleine rue. Il est donc amené à voler toutes sortes de choses pour subvenir à ses besoins vitaux et finit par se faire arrêter. Dès 11 ans, il avait des problèmes avec la justice. West était très impulsif, mais comme par hasard, il est devenu calme à Alcatraz. Et dans son dossier, il était même noté qu'il travaillait tout le temps et même les week-ends. Ah là là, on se demande bien pourquoi. Ces 4 hors-la-loi sont donc tous des multirécidivistes ayant tenté de s'évader, et c'est globalement le cas pour tous les prisonniers d'Alcatraz. Enfin, cette prison était créée spécialement pour les personnes qui avaient tenté de s'évader d'une autre prison, et si on les emmenait là, c'était pour une raison bien particulière. Alcatraz était une prison située aux États-Unis, proche de la baie de San Francisco, et sa particularité était qu'elle était située sur une petite île, ce qui rendait d'autant plus compliqué une évasion. Mais c'était également un gros bâtiment dont les cellules de 6 mètres carrés n'accueillait qu'un seul prisonnier. Et ces cellules étaient assemblées sur plusieurs étages dans des structures appelées blocs. Le bloc A était prévu pour entreposer des choses, les blocs B et C étaient prévus pour les moins méchants des pires prisonniers, et donc ceux-ci avaient accès notamment à la cour, mais également avaient le droit de travailler, ce qui leur apportait un peu d'argent. Alors le travail était effectué dans un bâtiment nommé Atelier, qui fut source de nombreuses tentatives d'évasion. Et enfin le bloc D, alors celui-là il était prévu pour les pires des pires prisonniers. Mis à l'écart du reste des repris de justice, les détenus faisant partie
du bloc D sont enfermés 24 heures sur 24. Il y a même une cellule d'isolement prévue pour les pires des pires prisonniers. Et à l'intérieur de celle-ci, la moindre source de lumière était totalement coupée, plongeant ainsi le prisonnier dans le noir le plus complet. Les murs de la prison sont en béton épais et les barreaux étaient ronds et fabriqués en acier, ce qui rendait toute torsion de celui-ci impossible avec les mains. Et en plus de ça, une 60aine de gardes étaient présents pour veiller à ce qu'aucune évasion ne soit possible. A savoir aussi que les officiers comptaient les détenus une fois toutes les heures. Ils étaient également armés et n'hésitaient pas à ouvrir le feu lorsqu'une personne tentait de s'évader pour montrer ainsi aux autres prisonniers le sort qu'ils allaient subir s'ils tentaient de réaliser le même scénario. Mais l'obstacle le plus redoutable, c'est l'environnement. Effectivement, autour d'Alcatraz se trouve plus d'1 kilomètre d'eau super froide du genre 10 degrés, ainsi que des courants hyper violents qui pouvaient emmener ceux qui tenteraient de s'échapper en dessous du Golden Gate pour ainsi se perdre à jamais dans l'océan Pacifique. Les officiers disaient également qu'il y avait plein de requins qui gravitaient autour de l'île, alors ce qui était vrai d'ailleurs, mais ce n'était pas forcément des requins qui allaient forcément attaquer les humains. Cependant, ça a été une arme psychologique redoutable contre les prisonniers. C'est simple, Alcatraz est vraiment considéré comme la prison dont il est impossible de s'enfuir. Alcatraz, la prison d'où l'on ne s'évade pas. Le rocher interdit de la baie de San Francisco. La prison ouvre ses portes en 1934 et si c'était une prison considérée comme la plus sécurisée du pays, il fallait quand même se rendre compte que par conséquent, c'était les pires prisonniers qui étaient incarcérés. Durant ces 29 années d'activité, la prison a connu 14 tentatives d'évasion, dont les premières étaient plus des actes de désespoir qu'autre chose. Mais au fil du temps, les prisonniers devenaient de plus en plus malins jusqu'à ce que certains réussissent à s'en échapper. Morts ou vivants, ça on ne le sait toujours pas, mais ils ont réussi. Alors là, on va parler de quelques tentatives d'évasion avant de parler de celle la plus célèbre pour que l'on voit l'évolution qu'il y a eu entre celles-ci. La tentative de Joseph Bowers le 27 avril 1936. Alors il avait 40 ans au moment des faits et Joseph était vraiment considéré comme une personne n'ayant aucune morale. Et sans forcément dire les termes, voilà, c'était pas vraiment quelqu'un d'hyper intelligent. Il s'est enfui en courant, a tenté d'escalader le grillage et après plusieurs tirs de sommation, il refuse de se rendre et les officiers finissent par le tuer. Autant dire que c'était perdu d'avance. La tentative de Theodore Cole et Ralph Rowe le 16 décembre 1937. Alors ces deux-là ont tenté de s'échapper par les ateliers car c'était un bâtiment situé en bout d'île et théoriquement si vous sautiez par-dessus la fenêtre, vous atterrissiez directement dans la baie. Sur plusieurs semaines, ils arrivaient à trouver des petits moments, voilà 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, pour scier un des barreaux qui était situé sur la fenêtre. Et au bout d'un moment, ils ont fini par en découper un. Et donc par la suite, ils cassent la fenêtre, sautent par-dessus et courent en direction de la baie. Ils ont réussi à prendre avec eux des bidons en métal afin de s'en servir comme bouée. Et personne ne sait réellement ce qui se passe par la suite car on ne les a tout simplement jamais retrouvés. Et ceci n'a fait que donner de l'espoir aux autres prisonniers du fait qu'il était possible de s'en échapper. En revanche, les deux fugitifs n'ont très probablement pas survécu. La tentative de Thomas Limerick, Rufus Franklin et James Lucas le 23 mai 1938. Alors eux, ils vont également tenter de s'échapper par les ateliers étant donné que c'était une technique qui avait fait ses preuves 5 mois auparavant. Mais cette fois-ci, la tentative d'évasion se fait d'une manière beaucoup plus brutale. Effectivement, ils vont assommer un officier à l'aide d'un marteau. Et une fois sortis à l'extérieur, 2 d'entre eux vont se faire abattre d'une balle dans le corps et le dernier finit par se rendre. Alors si je vous parle de celle-ci, c'est parce que c'est considéré comme l'une des plus grandes tentatives et c'est celle notamment qui a fortement inspiré l'évasion du 11 juin 1962. Pour s'évader, ils vont réussir à scier les barreaux de leur cellule et utiliser un écarteur. Ils parviennent à s'enfuir de la prison sans se faire repérer et vont tenter de réaliser un radeau à l'aide de morceaux de bois qui traînaient sur la plage et de leurs habits. Malheureusement pour eux, des officiers se sont rendus compte de leur absence car effectivement il y a un appel toutes les heures et ils n'étaient pas là. Donc pendant qu'ils faisaient leur radeau, ils se sont fait attraper quelques minutes plus tard. 2 des 4 prisonniers vont se rendre, le 3e est simplement blessé, mais le dernier va être abattu d'une balle dans la tête. Donc après toutes ces tentatives, et étant conscient de tous les échecs précédents, c'est là que vient l'évasion de 1962. Et cette évasion deviendra si populaire qu'elle a inspiré des producteurs de cinéma, comme avec The Rock, non pas celui-là, voilà celui-là, ou encore les évadés d'Alcatraz. Le cerveau de la bande semble être de toute évidence le plus intelligent, Frank Morris.
Cependant, d'autres disent que c'est plutôt Alan West car il aurait dévoilé son plan à quelques prisonniers. Son plan était celui de s'enfuir par un ventilateur présent sur le toit du bloc B. Ils ont réussi à confectionner des têtes de mannequins qu'ils allaient déposer dans leurs lits respectifs. Et le plus compliqué dans leur plan, c'était de trouver une zone de travail à l'abri des regards, et que s'ils se faisaient choper ne serait-ce qu'une fois, ça compromettait tout le plan. Mais comme vous vous en doutez, ils y sont parvenus et ont travaillé au 3e étage du bloc B. Comme West demandait du travail, on lui a confié la tâche d'aller balayer le 3e étage. Étant donné qu'il poussait un peu trop de poussière dans le vide, celle-ci tombait en dessous, près des cellules des prisonniers, et ceux-ci se plaignaient car ils étaient un peu maniaques de la propreté. Et West a eu la merveilleuse idée de demander aux officiers d'accrocher des couvertures aux grilles pour ainsi éviter de pousser la poussière dans le vide, et par je ne sais quel miracle, ils ont fini par accepter, et c'est comme ça qu'ils ont pu travailler à l'abri des regards, notamment pour se concevoir chacun une tête de mannequin en savon et en tissu, et s'étaient servis de leurs propres cheveux pour les poser sur la tête, pour que ça soit plus réaliste. Et donc tous les soirs, ils mettaient leur tête de mannequin dans leur lit pour continuer à travailler, notamment sur le radeau, mais également des gilets de sauvetage. Ce qui était quand même très risqué, parce que imaginez qu'un soir, un officier décide de regarder plus précisément l'une des têtes, le plan était foutu. Et étant donné que tous les prisonniers étaient au courant de leur plan d'évasion, ils ont tous collaboré à leur manière. Et ce que je trouve beau dans l'histoire, c'est que ça a beau être des prisonniers, des personnes pas très cool, et sur toute cette période, aucun prisonnier n'a été rapporté ça à un officier, donc ils font preuve d'une grande fraternité. Donc j'ai dit que tous collaboraient un peu à leur manière, donc par exemple il y avait certains qui jouaient d'un instrument de musique, qui pour certaines notes étaient en fait un code secret qui annonçait l'arrivée d'un officier. Mais ils jouaient de la musique également pour couvrir certains bruits que les 4 prisonniers pourraient faire pendant qu'ils bricolaient. Mais pour préparer leur évasion, il fallait également que les prisonniers créent un trou dans leur cellule pour pouvoir s'enfuir. Et ce trou, il était réalisé autour de la grille de ventilation, de façon à ce qu'ils puissent la retirer et passer par le trou le moment venu. Et d'ailleurs, c'est de cette manière qu'ils ont pu continuer à travailler la nuit, en passant par ce trou et en montant toute la colonne de service qui était située derrière les cellules. Donc ils grimpaient tuyau après tuyau, et c'est ça tous les soirs pendant plus de 3 mois. Et ils doivent également se concentrer sur l'obstacle final, le ventilateur du plafond. Pour faire simple, il y avait 6 grosses vis à enlever afin de retirer le ventilo pour pouvoir s'enfuir. Alors évidemment ils ont dû l'enlever le jour J, mais ont quand même travaillé sur le desserrage des vis au préalable. La nuit de l'évasion, ils vont placer les mannequins comme à leur habitude, enlèvent la grille, escalade la colonne de service et enlève le ventilateur. Mais un problème survient, Alan West ne parvient pas à retirer sa grille. Effectivement, pour éviter tout soupçon, il la rebouchait à chaque fois avec du ciment. Mais cette fois-ci, il n'arrivera pas à l'enlever. Malheureusement, peut-être que pris dans l'euphorie, les 3 autres détenus ne l'ont pas aidé à retirer sa grille et sont partis sans lui. Et sachant que c'était lui qui avait imaginé tous les plans, ça a dû être hyper frustrant de les voir partir sans lui. Donc du coup, les 3 fugitifs vont réussir à s'enfuir par le toit avec leur radeau et leur gilet de sauvetage, atteignent l'eau comme prévu, et c'est la dernière chose que l'on sait d'eux. Enfin, peut-être pas. Et donc dès le lendemain, un des gardes réussit à trouver les 3 fausses têtes, et désormais tous les prisonniers se regardaient entre eux en se disant « ils ont réussi ». Mais devaient quand même rester dans le plus grand des calmes car tout ça pouvait se retourner contre eux et être jugés comme des complices. Et donc les jours suivant l'évasion, on a réussi à retrouver quelques signes de celle-ci, comme par exemple 2 gilets de sauvetage improvisés, ainsi qu'une pagaie et un sac contenant des photos de famille appartenant à Clarence. Beaucoup pensent qu'ils ont survécu car c'est clairement le scénario qui fait le plus rêver, mais la réalité est souvent bien moins palpitante. Effectivement, ils auraient pu très facilement être emportés par le courant, étant donné que ce qu'ils avaient fabriqué était quand même du matériel amateur, ça n'aurait très bien pu ne pas résister face aux forts courants et aux grosses vagues. En plus, à 3 sur un seul radeau, ça ne m'étonnerait même pas qu'au moins un des 3 soit tombé à l'eau. Donc la théorie la plus rationnelle serait qu'ils auraient été engloutis par les courants, passant en dessous du Golden Gate pour ainsi se perdre à jamais dans l'océan Pacifique. Et pour les sceptiques qui croiraient à 100% qu'ils ont survécu, il est quand même quasiment impossible que les 3 fugitifs n'aient pas récidivé. Surtout lorsque l'on sait que les frères John et Clarence Anglin avaient peut-être quelques cas en moins. Ils auraient très plus facilement taquiné les autorités en disant que ils sont toujours vivants et qu'ils ont réussi à s'échapper de la prison la plus sécurisée du monde. Ou je sais pas, moi, ils auraient pu envoyer une lettre prouvant leur survie. Attends, c'est pas ce qui s'est passé ? En 2013, la police de San Francisco a reçu une lettre qui semblerait être rédigée par John Anglin, l'un des 3 fugitifs. Mon nom est John Anglin. Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris. J'ai 83 ans et je suis en mauvaise santé, j'ai un cancer.
Oui, nous avons tous survécu, mais de justesse. Il donne également les lieux auxquels il aurait apparemment vécu après sa fuite. Et le but finalement de cette lettre, c'est qu'on lui offre des soins médicaux en l'échange d'une peine légère. Car comme indiqué sur celle-ci, il avait un cancer. Et donc évidemment, il ne donne aucune adresse en retour et demande qu'on lui annonce ça à la télé. Ah oui, alors il n'y a aucune vanne et le problème c'est que il y a 1001 chaînes aujourd'hui, mais surtout quand diffuser l'annonce. Car voilà, on sait que c'est une personne âgée, mais il n'est pas forcément 24 heures sur 24 sur sa télé. Hormis ça, la police a fait une analyse d'ADN, mais ça n'a malheureusement rien donné, et une analyse de l'écriture de cette lettre. Ils l'ont comparée avec une lettre qu'il avait réellement écrite dans le passé et on se rend compte que ça ne concorde pas vraiment. Alors effectivement, beaucoup de temps s'est écoulé entre deux lettres, mais la différence est quand même trop frappante. Cependant, certains points vont aller dans le sens où la lettre aurait pu être authentique. L'auteur de la lettre souhaite avoir une réponse à la télévision, et ça c'était une expression qui était beaucoup utilisée dans le passé, donc ça peut nous prouver que la personne qui a écrit cette lettre était bel et bien une personne âgée. Et aussi quand il décrit là où il a vécu, il n'en fait pas trop dans ses propos, alors que quand on essaye de mentir, on a tendance à vouloir donner trop de détails. Quoi qu'il en soit, on ne saura sûrement jamais ce qu'il s'est passé ce jour-là du 11 juin 1962. Mais plusieurs mois après cette évasion, une nouvelle est organisée et contribuera à la fermeture définitive d'Alcatraz. Dans la soirée du 20 décembre 1962, deux prisonniers retirent les barreaux de la cuisine du sous-sol, cassent la vitre et se rendent au bord de l'eau. Ils vont ensuite gonfler des gants chirurgicaux qu'ils vont ainsi mettre dans un grand sac pour réaliser une sorte de bouée géante. L'un des deux ne parvient pas à résister et va lâcher prise, tandis que l'autre reste accroché à la bouée. Alors curieusement, il réussit à atteindre une rive tant bien que mal, mais bon, il est trop essoufflé et va tout simplement rester allongé sur la plage. Et donc il y avait des personnes qui sont passées par là et pensant qu'il s'agissait d'un marin échoué, ils ont préféré appeler la police. Celle-ci l'a donc amené à l'hôpital et on a vite fait le rapprochement. Cependant, cet homme a prouvé officiellement qu'il était possible de s'enfuir de la prison. Et donc quelques mois plus tard, le gouvernement a décidé de la fermer définitivement. C'était la fin d'Alcatraz. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre théorie sur ce qu'il est advenu de ces 3 prisonniers qui se sont enfuis le 11 juin 1962. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.